On aime dire dans notre département, le CEVA c'est bien plus qu'une ligne. Le CEVA c'est une opportunité de créer des gares, et autour de ces gares, une nouvelle urbanisation. C'est un pari sur l'avenir en disant qu'il faut distraire des sommes, des efforts, de l'argent, des efforts humains pour les générations successives. C'est jamais franchement les mêmes qui bénéficient des travaux et des efforts qui sont faits. Il y a toujours évidemment un décalage. Et c'est le propre aussi de l'histoire genevoise à un moment d'avoir fait ces efforts-là. On l'a vu avec les fortifications et leur démolition au XIXe siècle. On l'a vu aussi avec la construction de l'aéroport pendant la guerre, dans une période économique bien plus difficile au XXe siècle. Puis on le voit aujourd'hui avec le CEVA, c'est une vraie projection sur l'avenir, de dire qu'on va changer de dimension. Ce n'est certes pas la première fois que Genève se lance dans des grands travaux d'intérêt général. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, la construction des fortifications sur 600 mètres de profondeur fut un travail de titan, auquel les citoyens étaient astreints à participer financièrement, mais aussi manuellement, comme c'était la coutume à l'époque. La construction elle-même des fortifications a pris des siècles. Il y a eu ensuite évidemment la décision, tout aussi importante, en réalité bien plus capitale, celle de démolir ces fortifications au milieu du XIXe siècle. Décision qui a permis à Genève de décoller économiquement, de saisir au vol la révolution industrielle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette même période, d'autres villes qui étaient exactement dans la même situation, une autre ville, Carcassonne, au milieu du XIXe siècle, a pris une décision exactement inverse. Elle a pris la décision de rénover ces fortifications, là où Genève a pris la décision de les détruire. Ces deux villes qui avaient la même taille, le même destin, même positionnement géographique, un carrefour, ont connu évidemment des évolutions complètement différentes. L'une a été prospère sur le plan économique, l'autre est devenue un musée touristique, au demeurant magnifique, mais qui n'a jamais décollé économiquement. Investir dans les infrastructures pour l'avenir, c'est bien, mais ça coûte cher. Et cela doit donc être géré de manière optimale. Il revient à la Cour des comptes de contrôler que c'est bien le cas. À Genève, on a des administrations publiques qui sont fonctionnelles, souvent efficaces, parfois pas suffisamment, mais la régularité des comptes, c'est un des axes de contrôle. Et les deux autres sont le bon usage des fonds publics. Et là, on touche tout l'aspect qualité de la gestion et des outils, des moyens de gestion mis en place par l'administration. Et c'est lorsque nos contrôles, notre examen de la gestion d'un service aboutit au constat de quelque chose qui n'est pas totalement fonctionnel, qu'on fait des recommandations. Alors, les sujets à traiter, c'est un peu notre choix, c'est le choix de la Cour, de déterminer les secteurs à risque, les secteurs où le risque de mauvais fonctionnement ou d'utilisation peu efficace des moyens publics est le plus grand. Le management de projet fournit des outils, fournit des moyens de maîtrise, et notre mission n'est pas d'aller contrôler les comptes eux-mêmes ou les estimations techniques, géologiques, etc., mais c'est de voir est-ce que ces outils de contrôle de la gestion sont en place. À la Praille, le plus grand de ces nouveaux ensembles autour du CEVA, la gestion du projet est particulièrement compliquée, car les terrains sont encore loin d'être libérés. Tous ces terrains sont certes propriété des collectivités publiques dans leur grande majorité, mais sont mis à disposition des entreprises sous forme de droits de superficie. Donc ça signifie que les propriétaires des immeubles et du droit d'utiliser ces parcelles, ce sont les entreprises existantes et on doit traiter avec elles. Et ça crée évidemment une complication forte, très particulière à ce dossier-là. La sous-évaluation fréquente des coûts de ces grands travaux sert-elle à faire passer la pilule des budgets lors des votations ? Sachant que de toute manière, il faudra bien terminer le projet commencé. Sur le caractère intentionnel ou non de ces erreurs d'estimation ou divergences d'estimation, je ne peux pas m'exprimer parce qu'il n'y a que des cas concrets. Nous, on a 2 dossiers qu'on a examinés et dire que c'est une culture générale dans l'État, je n'ai pas la réponse à ça, chacun a son opinion. Par contre, ce que nous pouvons dire à partir de nos travaux d'audit, c'est que l'exercice est effectivement difficile. Au début, il faut l'analyse des besoins. Donc faire le catalogue un peu du programme qu'on veut mettre en place. Et les autorités qui pilotent le dossier auront tendance à dire on va prendre un programme restreint, maîtrisable en termes de finances publiques. Et le gros problème, c'est qu'en cours de route, en cours d'évolution du dossier, souvent on va rajouter encore des éléments de programme qu'on avait
écartés au début, mais qui se révèlent soit nécessaires, soit parce que la demande sociale de la collectivité change d'avis, change de regard, ou des raisons de sécurité rajoutent des nouveaux programmes. Et cette évolution du programme va renchérir les choses. Ça, c'est un premier mécanisme qui est récurrent, qu'on constate à toutes les fois. Comment réagir à ça, essayer d'être plus complet dans l'analyse des besoins au départ, y compris avec des options. De dire, ben voilà, il y a un programme de base, mais il y a des options complémentaires qui vont rajouter tant % dans les coûts, dans les financements, pour que dès le début, on sache, on ait la compréhension de ce risque d'augmentation des coûts, plutôt que de se voiler la face et de dire on va réussir à en rester au minimum. C'est vrai qu'on reste rarement au minimum.